Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri et bienvenue dans Mon Petit Bazar, l'émission qui a pour but de vous parler d'une œuvre qui m'a marqué et que je vous recommande chaudement. Et aujourd'hui, on ne va pas parler d'un manga ou d'un animé comme d'habitude, mais plutôt d'un auteur dont vous avez certainement déjà entendu parler. Car aujourd'hui, on va s'attarder sur l'homme derrière le mythe de Cthulhu et de ses abominables créatures tapies aux confins de l'espace et du temps. Je parle bien entendu de Howard Philip Lovecraft, aussi appelé le maître de Providence, qui influença un nombre considérable d'œuvres diverses et variées. Alors asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous parler du père de l'horreur cosmique. Mais avant de continuer, je voulais juste vous signaler que cette vidéo a uniquement pour but de vous faire découvrir le travail de cet écrivain, et que je ne parlerai pas en détail de chaque élément qui constitue la mythologie que Lovecraft a créée au travers de ses récits. Tout simplement parce que je n'ai lu qu'une partie de ses œuvres. Mais si jamais vous restez sur votre faim, je vous invite à aller lire ses œuvres par vous-même, mais aussi à regarder les quelques vidéos que je mettrai en description. Et maintenant que cela est dit, passons à sa biographie, où vous allez voir que ça va nous permettre d'expliquer quand même pas mal de choses. Howard Philip Lovecraft est un auteur américain né en 1890 et mort en 1937 à l'âge de 47 ans. Il est né et mort à Providence, et c'est également là qu'il y passa la plus grande partie de sa vie. Dès son plus jeune âge, il est confronté à des situations assez lourdes. Très tôt, son père développe une démence et est interné dans un hôpital où il y mourra quelques années après. Il va donc être élevé par sa mère, ses tantes et son grand-père. Grand-père qui va notamment lui faire lire très tôt de nombreux récits et poèmes, dont de nombreux récits gothiques. Mais le petit Howard va aussi beaucoup s'intéresser à la science, notamment à l'astronomie. Et malheureusement pour lui, son grand-père meurt quelques années plus tard, ce qui en plus de mettre sa famille dans une position financière instable, affecte énormément le jeune homme qui pensa même à mettre un terme à sa vie. Par la suite, il n'obtient pas son diplôme, ce qu'il vit comme un échec total, et c'est également à cette période qu'il se mit à écrire et à publier ses récits, dont le premier s'intitule La Bête dans la caverne, très vite suivi par La Tombe et Dagon. Pour ne rien arranger, sa mère va aussi subir des problèmes psychologiques qui vont la contraindre à se faire soigner dans le même hôpital que son père, et c'est d'ailleurs là-bas qu'elle mourut quelques temps après. On est alors en 1921 et la carrière de Lovecraft est déjà bien entamée. Carrière qui ne fut pas spécialement couronnée de succès puisque quasiment jusqu'à sa mort, ses récits ne vont pas susciter l'intérêt de beaucoup de personnes. Il arriva tout de même à se marier et emménagea à New York, mais le magasin que tenait sa femme dut fermer, et elle déménagea pour trouver un nouveau travail ailleurs, le laissant seul dans une ville qu'il n'appréciait pas le moins du monde. Et assez rapidement, lui et sa femme finirent par divorcer. C'est aussi à ce moment-là où il développa beaucoup d'idées racistes, dont je parlerai un peu plus tard quand je m'attarderai sur le contenu de ses œuvres. Très vite, il revient s'installer à Providence pour le reste de sa vie. Le reste de sa vie fut d'ailleurs tout aussi joyeux que le début, car il était toujours aussi pauvre, malgré le fait que c'est à cette période où il publia la plus grande partie de ses récits. Il quitte donc son domicile pour aller s'installer avec sa tante, et quelques temps plus tard, il apprend que l'un de ses amis, l'écrivain Robert E. Howard, qui est notamment connu pour être le père de l'heroic fantasy avec ses récits de Conan le Cimérien, vient de mettre fin à sa vie. Puis, comme tout va mal dans la vie de Lovecraft, on lui détecte un cancer de l'estomac la même année. Et c'est ainsi que Howard Philip Lovecraft s'éteint le 15 mars 1937. Mais ce n'est que des années après que ses récits ont marqué à jamais la science-fiction, la fantasy, l'horreur et bien plus encore. Mais comment ça se fait que des années plus tard, tout le monde le considère comme un des auteurs les plus influents du XXe siècle, alors que sa carrière a jamais décollé? Eh bien, c'est un petit peu grâce à ses amis écrivains qui, de son vivant, ont fondé le Lovecraft Circles, un rassemblement d'écrivains qui parlent de ses œuvres, mais qui surtout écrivent des œuvres dans le même univers que Lovecraft, ce qu'on pourrait un petit peu aujourd'hui appeler comme de la fanfiction. Et ce cercle a continué même après sa mort. On compte d'ailleurs beaucoup d'œuvres reprenant sa mythologie et racontant des récits totalement différents, notamment avec l'auteur Auguste Deray, qui fut le plus prolifique d'entre eux. Mais c'est aussi et surtout parce que ces œuvres sont extrêmement riches et sont ancrées dans les peurs primaires de l'homme, qu'elles ont pu se hisser aussi haut et atteindre un tel succès. Alors je pense que c'est le bon moment pour parler de ce qui démarque les œuvres de Lovecraft des autres récits. Tout d'abord, ces histoires commencent toujours avec un personnage qui nous annonce qu'il va nous raconter quelque chose de marquant, et que peu de personnes pourraient croire ce récit, si bien que son narrateur pourrait passer pour un fou. Et pourtant, ces personnages sont principalement des médecins, des écrivains, des étudiants ou professeurs à l'université, ou tout simplement des personnages ayant fait des études dans diverses branches de la science. Et même quand il s'agit de personnes tout à fait lambda, tous ont un point commun. Un jour ou l'autre, ils ont cédé à la curiosité. Et c'est de cette curiosité que provient les découvertes bouleversantes, remettant en question l'entièreté de notre monde, qui vont plonger le protagoniste dans une anxiété plus que grandissante, et qui va souvent se terminer par la folie de ce dernier. Mais ce n'est pas tout. Ces récits sont immaculés de créatures difformes, dont l'apparence est quasiment inconcevable pour l'esprit humain. Souvent décrites comme ni animales, ni végétales, ces choses sont des amas de chair, de tentacules, d'yeux, de griffes, de sabots voire d'ailes. Ou du moins, c'est comme ça que nos yeux pourraient les décrire. Leur peau est souvent écailleuse, avec de multiples fluides répugnants. Ces créatures sont souvent gigantesques, autant que les paysages dans lesquels elles vivent, ce qui accentue encore plus l'aspect insignifiant de l'être humain. Et parfois même, les abominations sont composées d'une substance qui est difficile d'appeler matière, tant ses propriétés chimiques sont différentes de ce que l'on peut retrouver sur Terre. Et si jamais la vue de ces créatures ne suffit pas à perturber
perturber à jamais votre esprit, sachez que leur odeur est si particulière qu'elle est souvent décrite comme la pire odeur de putréfaction jamais sentie, et que beaucoup s'évanouissent tant elle est prenante. Parmi les créatures de son bestiaire les plus connues, on retrouve évidemment le Grand Cthulhu, qui est célèbre pour être une sorte d'immense kraken ailé qui sommeille dans sa cité engloutie de Herley, enfermé à l'intérieur par d'autres atrocités cosmiques. Évidemment, même si Cthulhu est le plus connu, il ne reste pas moins qu'une divinité secondaire. Même une créature comme lui ne représente quasiment rien face aux autres espèces qui peuplent le cosmos, comme Azathoth, le dieu aveugle et stupide, parfois surnommé le chaos nucléaire, qui semble être le souverain de toutes les créatures de l'univers, voire même de l'univers lui-même, mais également Yog-Sothoth, qui est décrit comme étant la clé, la porte, la serrure et le gardien vers d'autres dimensions, et que le passé, le présent et le futur ne font qu'un en Yog-Sothoth. Bref, tout un tas de monstres à l'aspect plus répugnant les uns que les autres, avec des particularités remettant en question les connaissances de l'humanité vis-à-vis de l'univers et de ce qu'il contient. Et encore, je ne vous parle pas des créatures diverses et variées, qui proviennent du passé, du présent et du futur, pour en apprendre plus sur nous, voire même des civilisations qui ont vécu sur Terre avant nous, et qui ont le pouvoir de connaître absolument toute chose, peu importe leur temporalité. L'univers ou plutôt la mythologie qu'a créé Lovecraft est presque aussi compliqué que de véritables mythologies comme les récits de la Grèce antique pour ne citer que. D'autant plus que ces récits sont imprégnés de sciences et de recherches scientifiques diverses et variées. Car si vous avez bien écouté, la science attirait tout particulièrement notre très cher Howard. C'est donc pour cela que l'on retrouve en partie beaucoup de références à l'astrologie avec la découverte de véritables planètes que l'on venait de découvrir à son époque, comme par exemple avec Pluton, caché bien loin après Neptune. Mais il y a aussi beaucoup de références à des propriétés physiques ou chimiques, voire mathématiques, comme avec la fameuse cité de Rayleigh qui possède des angles non euclidiens, impossibles à concevoir pour nos pauvres esprits humains, sans oublier toutes les découvertes sur la géologie et le nucléaire, qui n'ont cessé de l'intriguer et de lui faire imaginer des choses toujours plus horribles, notamment avec la couleur tombée du ciel ou la couleur venue d'ailleurs en fonction des traductions. On retrouve de nombreuses fois le célèbre nom d'Einstein et de ses recherches, sans oublier l'alchimie qui devient une science à part entière tant il la décrit avec précision et minutie, dont les plus importantes recherches sont consignées dans des livres obscurs et interdits comme le fameux Necronomicon de l'arabe fou Abdul Azred, qui est cité comme un véritable ouvrage existant réellement. Sans oublier toutes les références aux peurs primaires et aux choses dont l'humain ne parvenait pas à expliquer convenablement à son époque, comme la référence au noir et à l'obscurité, qui revient souvent, car souvent les monstres sont tapis à l'intérieur. D'autant plus que l'obscurité fait aussi référence à l'obscurantisme dont l'humain fait part en traitant de fous ceux qui tentent de percer les ténèbres à jour, quitte à sombrer dans la folie. Le terme de noir et de tous ses synonymes et dérivés revient très souvent dans le choix des mots, que ce soit dans le texte en lui-même, mais également dans les titres de ses romans et nouvelles. On retrouve également la mention des rêves, qui sont des vecteurs de communication pour les anciens, ces créatures venues du cosmos et enfants des étoiles. Les rêves qui, encore aujourd'hui, sont des phénomènes tellement mystérieux et emplis de significations diverses et variées. Sans oublier sa manière d'écrire, qui reste assez classique tout au long de ses œuvres. On retrouve des flashbacks, des lettres ou personnages qui vont venir raconter ce qu'ils ont vu ou vécu. On a également le droit à tout un vocabulaire, voire même une langue imaginée pour l'occasion. Parce que les grands anciens n'utilisent pas le même langage que nous, ils communiquent avec différents moyens, et le plus répandu est effrayant, sont des espèces de bruits gutturaux et quasiment inimitables par les humains. Le peu que l'on puisse faire est de tenter de retranscrire ce que l'on entend à l'écrit, que ce soit des traductions de hiéroglyphes sur des pierres mystérieuses, ou des rites lugubres entendus au loin. Ce qui donne de belles phrases extrêmement compliquées à prononcer, mais en plus d'avoir créé un alphabet et une langue, certes pas aussi détaillée que l'elfique de Tolkien, mais néanmoins cohérente, il possède également certaines répliques et formulations de phrases assez géniales je trouve. Je vous ai normalement affiché la phrase de Yog-Sothoth que je trouve totalement dans le thème, mais il est aussi capable de commencer un récit de cette manière. Je cite: « Il est vrai que j'ai logé 6 balles dans la tête de mon meilleur ami, et pourtant, j'espère montrer par ce présent récit que je ne suis pas son meurtrier. » Ah, je suis désolé, mais moi quand j'entends que la première phrase du récit c'est ça, bah moi ça m'intrigue et j'ai envie de voir la suite. Mais il y a malheureusement un dernier élément dans ces récits, et c'est malheureusement un élément négatif. Il s'agit du racisme. Étant une personne assez renfermée sur elle-même et de type plutôt misanthropique, Lovecraft déteste tout ce qui n'est pas de la même origine que lui. Et cela s'est particulièrement accentué lorsqu'il a vécu seul à New York, ville qu'il détestait et qui le forçait à côtoyer beaucoup d'immigrés. Ce qui donne à certains de ses récits une atmosphère encore plus sombre, une sorte de haine de tout le monde. Mais bon, il aurait quand même été mieux de ne pas en avoir du tout. Parce que parfois, il sort le N-word un peu quand il veut. Alors je sais que c'est une autre époque et tout, mais bon, de là à nommer son chat avec le N-word, ouais, vraiment, certaines de ses œuvres sont très marquées par le racisme, ce que certains considèrent comme un très bon marqueur de son époque, mais pour moi, ça me gâche juste le récit. Et avant de passer à la prochaine partie de la vidéo, je voulais juste placer une citation que je trouve très évocatrice quand on parle de Lovecraft. Elle est un petit peu longue, mais la voici. Ce qu'il y a de plus pitoyable au monde, c'est, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à relier tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île placide d'ignorance, environnée de noirs océans d'infinitude que nous n'avons pas été destinés à parcourir bien loin. Les sciences, chacune s'évertuant dans sa propre direction, nous ont qu'à présent peu nui. Un jour, cependant, la coordination des connaissances éparses nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur le réel et sur l'effroyable position que nous y occupons, qu'il ne nous restera plus qu'à sombrer dans la folie devant cette révélation, ou fuir cette lumière mortelle pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel obscurantisme. Et voici donc une bonne partie de ce que l'on peut retrouver dans les œuvres de l'incroyable Howard Philip Lovecraft.
Et quand on voit tout ça, c'est pas étonnant qu'il ait eu une influence énorme sur tout un tas d'œuvres. Beaucoup d'écrivains le citent comme étant une source incroyable d'inspiration, notamment Stephen King, qui est quand même, pour rappel, un des plus grands écrivains d'horreur, de thriller et de science-fiction de notre époque. Mais les récits mystiques de Lovecraft ont aussi résonné à travers d'autres œuvres. Si bien que l'on a créé un mot permettant de décrire des œuvres qui possèdent des univers sombres semblables à ceux que le maître de Providence a créés. On qualifie donc ces univers de Lovecraftiens, de la même manière que l'on peut qualifier certains de cyberpunk ou de steampunk. On va évidemment penser au premier lieu aux films, musique, peinture, jeux vidéo et jeux de rôle inspirés directement par ces récits et dont l'objectif principal pour ces artistes de véhiculer au travers d'un média différent les paysages, monstres, sensations et émotions présentes dans les œuvres originales. On peut par exemple citer tous les films qui mettent en scène Cthulhu, Dagon, Innsmouth et les autres éléments de ces nouvelles, mais aussi les jeux vidéo divers et variés, comme le récent Call of Cthulhu, sorti en 2018 et dont le titre est assez significatif. Mais également des jeux de rôle, voire même parfois des escape games, qui nous mettent dans la peau de personnages au cœur d'une des intrigues de Lovecraft. Ou encore de toutes les musiques qui transmettent auditivement les fameux récits morbides, que l'on retrouve beaucoup dans le métal, qui est un style qui s'y prête plutôt bien. On peut citer le très connu Call of Cthulhu de Metallica, ou aussi Cthulhu de Iced Earth, ou Cthulhu Down de Cradle of Filth, groupe qui possède d'ailleurs une compilation du nom de Lovecraft and Witch Earth. Mais aussi tous ces groupes de black metal comme The Great Old One ou Sulphur Aeon, qui ont basé toute leur musique sur des univers Lovecraftiens. Ensuite viennent tous ces artistes qui s'inspirent de l'esthétique Lovecraftienne pour créer des œuvres qui ne produisent pas directement l'univers de Lovecraft, mais plutôt leur propre univers dont les inspirations sont très claires. Comme par exemple Jeff Grimald, dont les peintures ont justement été reprises pour les pochettes du groupe The Great Old One, mais il faut également mentionner Giger, qui a peint énormément de tableaux, s'inspirant de ces monstres et paysages immenses et oppressants. C'est d'ailleurs un de ces tableaux qui a inspiré le design de l'Alien dans le célèbre film du même nom. D'autant plus que le premier film Alien possède certains éléments que l'on peut qualifier de Lovecraftiens, même si cet aspect est très peu développé dans la suite du film ou dans la majeure partie de la série. Bien que Prometheus a accentué les références aux univers Lovecraftiens par la suite, ce qui est d'ailleurs la seule qualité notable du film. En termes de jeux vidéo, le plus célèbre d'entre tous est tout de même Bloodborne, un jeu vidéo fait par From Software qui te plonge au milieu d'une immense ville où chaque bâtiment ressemble à une église gothique au clocher interminable et peuplé de monstres plus ou moins ignobles et tentaculaires, qui collent parfaitement à certaines descriptions de Lovecraft. Sans oublier un des boss qui est une référence directe à Cthulhu. Je parle évidemment d'Ebrietas, la fille du cosmos, une créature pleine de tentacules surmontée de deux petites ailes, tout comme notre Kraken bien aimé. Et de toute façon, l'histoire parle de dieux anciens, donc bon, niveau référence, on peut pas faire plus clair. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus il y a quelques années, bon, la vidéo commence vraiment à dater, il faudrait peut-être qu'un jour je la refasse, mais si ça vous intéresse, allez la voir. Je ne vais évidemment pas tout citer non plus, mais on peut citer en vrac Berserk, Doctor Who, Fate Grand Order, et même selon internet, Resident Evil 4 aurait des inspirations Lovecraftiennes. Et on a même des chercheurs qui ont nommé certaines de leurs découvertes par le nom de grands anciens. Et évidemment, je ne vais pas oublier Bungo Stray Dogs, manga que j'aime tout particulièrement et qui met en scène des auteurs divers et variés, dont Lovecraft, qui apparaît dans plusieurs tomes et qui est évidemment un être tentaculaire possédant le pouvoir des grands anciens. Allez voir ma vidéo sur le sujet d'ailleurs, ou juste allez lire le manga, en plus il y a Poe, Rimbaud et plein d'autres auteurs dedans, alors vous avez zéro excuse. Bon bah je pense qu'on a fait le tour d'absolument tout ce dont je voulais parler dans la vidéo, j'espère d'ailleurs qu'elle n'a pas été trop longue et que j'ai été clair. Et j'espère aussi et surtout vous avoir donné envie de lire les œuvres de notre très cher Lovecraft. Juste avant que la vidéo se termine, il faut que je vous parle de deux petites choses. La première, c'est que je sais que je n'ai pas parlé de Gutanabe, mais justement c'est fait exprès. Son travail est tellement incroyable et j'aime tellement ce qu'il fait que j'étais obligé de faire une vidéo spéciale sur lui plutôt que d'en parler vite fait dans cette vidéo. Mais bon, voilà, si ça vous intéresse de voir les œuvres de Lovecraft en manga, foncez les lire. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que je fasse la promo de quelques petites personnes qui m'ont énormément influencé et surtout qui sont en rapport avec le Lovecraftien. La première, c'est Al236, j'en ai déjà un petit peu parlé dans mon vlog sur la Japan Expo parce que j'ai fait une dédicace avec lui et que c'est un grand fan de Berserk et que j'ai acheté son livre, c'est là où j'ai eu ma dédicace. Donc voilà, il a pas mal parlé de Bloodborne, de Lovecraft, de Berserk et de plein d'autres trucs en rapport avec des univers Lovecraftiens, donc vraiment allez voir sa chaîne. Et la deuxième chaîne YouTube que j'ai à recommander, alors si je me trompe pas, je crois que le nom de sa chaîne c'est Grand Explorateur ou Ancien Explorateur, quelque chose dans le genre, il fait un travail juste formidable. Pareil, lui par contre il est vraiment que dans les univers extrêmement sombres, extrêmement glauques, il va parler de monstres en tout genre, des monstres Lovecraftiens ou de certaines religions ou de certains trucs ou voilà, de certaines œuvres comme Berserk, comme par exemple Bloodborne, tout ce genre de choses, il va en parler. Il fait des vidéos justement spéciales sur un monstre en particulier, justement une sorte de guide un peu pour un chasseur qui voudrait affronter cette créature, mais également des fois des vidéos plus sur un univers en général, comme par exemple il a fait une vidéo sur Lovecraft, il a fait une vidéo aussi sur beaucoup d'autres personnes et sur beaucoup d'autres univers en général. Donc vraiment c'est hyper intéressant ce qu'il fait. En plus il a eu un moment où il était genre vraiment super productif, quasiment toutes les semaines certaines vidéos et vraiment des vidéos de très bonne qualité. Je pense que si je ne faisais pas cette chaîne YouTube, j'aurais fait une chaîne YouTube comme lui où je parlerais de monstres en tout genre. Vraiment je kiffe sa chaîne, c'est je pense une des chaînes que j'aime le plus parce que vraiment il y a tout là-bas, allez voir, c'est incroyable. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager cette vidéo à tous vos potes qui aiment bien les trucs un petit peu sombres. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mes réseaux, à savoir Insta, Twitch, Discord et TikTok, tous les liens sont en description. C'était Monsieur Adri, n'oubliez pas que dans sa cité engloutie de Rayleigh, tout le rêve et attend. Bye.